10e ou le 11e siècle. Donc, d'après ce que j'ai compris, Philippe, aujourd'hui, va nous parler essentiellement de la présentation, pas toujours très agréable, de ses collègues et de ses disciples dans l'école néo-platonicienne. Alors, ce sera un aspect, comment dirais-je, plaisant ou déplaisant, mais je vais essayer de vous faire une sorte de visite guidée, si vous voulez, d'un dossier, évidemment, que nous ne pourrons pas lire en entier parce qu'il est beaucoup trop nombreux, mais je vais parcourir avec vous ce dossier de texte en posant un certain nombre de jalons. Le fil directeur étant la manière dont la vie d'Isidore construit une histoire du platonisme et participe à la construction, au fond, pour reprendre le mot de Polymnia Athanasiadi, on peut considérer comme une orthodoxie philosophique à travers cette œuvre qui est évidemment constituée de membra disiecta. Alors je commencerai par dire que la transmission des textes de Damasius et l'information que nous avons sur l'œuvre de Damasius recèle en son principe un paradoxe. Parce que d'un côté, disons dans la deuxième moitié du IXe siècle, vous avez eu la copie des manuscrits fondamentaux que sont à la bibliothèque Marciana à Venise, le Marcianus Grecus 246 qui nous a conservé le traité Aporie et résolution sur les premiers principes et le commentaire sur le Parménide, et d'un autre côté, toujours dans la même bibliothèque, vous avez le Marcianus grec 196 qui comporte un ensemble de commentaires sur Platon, en même temps d'ailleurs que des commentaires d'Olympiodore. Et ces deux manuscrits appartiennent à un ensemble plus important que l'on a pris l'habitude d'appeler collection philosophique. Ce sont des manuscrits qui semblent avoir été copiés à Constantinople dans le cadre du mouvement général de renaissance littéraire qui a marqué le IXe siècle, et une hypothèse à mon avis très convaincante de Westering est que les modèles ayant servi à la copie de ces manuscrits seraient les restes de la bibliothèque philosophique d'Alexandrie. Bon, ça c'est une chose sur laquelle je ne reviens pas. À la même époque, le patriarche Photius, au moment où il écrit sa collection de notices rassemblées dans notamment deux manuscrits de Venise et que l'on appelle la bibliothèque de Photius, Photius, curieusement, ne dit aucun mot sur les œuvres proprement philosophiques de Damasius qu'il ne semble pas avoir connues. Et pour Photius, Damasius est l'auteur, d'une part, je vais en dire quelques mots dans un instant, d'une collection de paradoxa. Donc c'est un auteur de paradoxographie, et d'autre part, il est l'auteur de ce que l'on appelle Vie d'Isidore ou histoire philosophique. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est que Photius n'a pas la moindre idée du fait que Damasius ait été un philosophe, commentateur de Platon, et qu'il a développé une spéculation métaphysique. Alors avant d'en venir à ce qu'on appelle la vie d'Isidore, et je vous donnerai quelques indications bibliographiques, je pense qu'il est très important d'insister sur le fait que Photius a été fasciné, manifestement, par le fait que Damasius a écrit une véritable somme sur le merveilleux. Un ouvrage paradoxographique, c'est le Codex 130 de la bibliothèque de Photius, et l'ouvrage se composait de plusieurs livres. Alors je vais vous donner quelques titres. Le premier livre était constitué de 352 chapitres sur des fictions extraordinaires, Peri Paradoxon Poiematon. Le deuxième, 52 chapitres d'histoires extraordinaires de démons,
paradoxon peridaimonion diegematon, donc des récits, des histoires sur les démons. Le troisième, c'était 63 chapitres d'histoires extraordinaires d'âmes apparaissant après la mort. Periton metathanaton epiphainommenon psutkon paradoxon diegematon. Et le quatrième, 105 chapitres sur les phénomènes extraordinaires de la nature. Paradoxon fuséon. Alors ce qui est très intéressant, quand on décrypte ces titres à partir d'une connaissance du néoplatonisme, c'est de comprendre, on voit immédiatement ce qui intéressait un philosophe néoplatonicien. Il s'agissait de démons, il s'agissait des âmes qui apparaissent après la mort, et ça c'est directement lié évidemment au passage du Phédon expliquant comment les âmes trop attachées au corps après la mort ne cessent de revenir, sont de véritables revenants. C'est ça. Quant au prodige de la nature, il s'articule évidemment à la spéculation proprement philosophique sur la physis. Alors, dans ce codex, Photius s'indigne du caractère extravagant, impossible, adunata, apitana, cacoplasta de ces histoires monstrueuses, teratologemata. Il s'indigne de l'impiété du Sébeia de Damasius, mais il loue le style. Et ce qui est très intéressant dans le témoignage de Photius, c'est que Damasius est identifié comme un écrivain, dont le style est confus et concis, kephalaiodes, élégant, outé akomsos, et ayant une certaine clarté. Bien. Alors, j'insiste là-dessus parce que les fragments de la vie d'Isidore comportent un certain nombre de passages qui relèvent tout à fait du genre paradoxographique. Et la paradoxographie, si vous voulez, est intégrée à la spéculation néoplatonicienne à partir de la pensée de la nature, à partir de la psychologie, à partir de la démonologie. Donc nous voyons très bien l'articulation. Et je laisse de côté les épisodes, ça pourrait nous occuper très agréablement, mais ce n'est pas mon propos. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la vie d'Isidore, qui était un texte de toute évidence, au fond mixte, un peu bâtard, qui était à la fois une histoire philosophique générale du paganisme à partir de la fin du IVe siècle et au Ve siècle essentiellement, donc une sorte d'histoire générale, ce qui fait que l'un des titres est celui d'histoire philosophique, mais en même temps il s'agit d'une galerie de portraits, de philosophes et aussi même de médecins, avec un fil conducteur qui est le portrait du maître de Damasius, Isidore. Donc je vais revenir dans un instant sur cet aspect. Disons que, au fond, il y a 4 grands traits caractérisant cet ensemble de textes. Une historiographie générale, une dimension biographique, mais contrairement aux textes antérieurs de la littérature néoplatonicienne, ce n'est pas une biographie centrée sur un seul personnage, c'est vraiment, comme je dis, une galerie de portraits. Mais ce qui est tout aussi intéressant, c'est la présence d'éléments paradoxographiques, donc qui rattachent la vie d'Isidore au recueil de Paradoxa, et ce qui m'avait à un moment particulièrement intéressé, quelques passages autobiographiques. Ce qui fait que le texte de Damasius appartient pleinement à la longue histoire du genre autobiographique dans la littérature grecque, qui remonte à Isocrate. C'est une très longue histoire et j'ai eu l'occasion il y a de nombreuses années de m'intéresser à cette question. Alors, la tradition du texte, je pense que il faut d'abord que je vous donne des informations sur la tradition du texte et sur les éditions. L'œuvre a une tradition indirecte. Elle est conservée d'une part par la bibliothèque de Photius et correspond à 2
codices de Photius, le codex 181 et le codex 242. Le codex 181 étant une sorte de présentation générale du texte qui nous renseigne notamment sur le titre, sur les destinataires, et le codex 242 comportant 2 séries de fragments. Et d'autre part, l'autre vecteur est l'encyclopédie byzantine du Xe siècle, selon toute probabilité, qui est la Souda, où nous trouvons à peu près 400 articles. Donc nous nous trouvons face à 2 séries de confettis, parfois ce sont de gros confettis, mais des textes qui ne coïncident que très rarement, ou plutôt 3 séries, parce que chez Photius, vous avez 2 séries d'inégale longueur d'extraits, avec dans certains cas, pour un même texte, 2 extraits différents, mais dont la rédaction ne coïncide pas tout à fait. Ce qui doit philologiquement, nous rendre extrêmement prudents. Lorsque vous avez 2 textes dans le codex 242, qui parlent de la même chose, mais dont la comparaison minutieuse montre qu'il y a des variations dans la structure syntaxique, dans le vocabulaire, etc., vous pouvez vous demander s'il s'agit véritablement de... il ne peut pas s'agir d'une véritable copie du texte original. Donc vous avez un objet littéraire qui procède évidemment du texte original, mais qui doit, comment dirais-je, s'accompagner peut-être d'éléments d'intervention du citateur, peut-être d'éléments de paraphrase, on ne sait pas trop. Et dans un exemple dont je vais parler tout à l'heure et que j'ai étudié en séminaire cette année, pour un même texte, vous avez 3 états philologiques, 2 citations de Photius, plus un texte qui se trouve dans la Souda. Ce qui fait que l'interprétation littéraire, le commentaire de détail, doit nous rendre très, très attentifs. Alors qu'est-ce que la Souda savait de Damasius? Eh bien, c'est un peu étrange, hein. Il y a un article de la Souda qui le qualifie de philosophe stoïcien, ce qui est un peu bizarre. Alors l'article nous dit qu'il a atteint sa maturité au temps justinien, qu'il a écrit des commentaires sur Platon, un traité des principes et une histoire philosophique. Ça nous donne le titre de philosophos historien. Et la mention de Damasius comme stoïcien s'explique très certainement par une confusion avec le nom de Simplicius, son élève, qui avait écrit un commentaire sur le manuel d'Épictète. C'est la seule explication que l'on peut trouver. Alors maintenant, l'histoire des éditions et traductions. Il y a il y a plusieurs situations, si vous voulez. Vous avez d'un côté des éditions, une édition, hein, on se reporte actuellement à l'édition en 8 volumes donnée aux belles lettres par le savant belge René Henry. Hein, donc vous avez les 8 volumes de la collection de la bibliothèque de Photius qui sont une édition critique uniquement des codices, des notices bibliographiques de Photius. Bien. Vous avez à présent aussi l'édition générale de la Souda, due à Ada Adler, où bien, on va à la pêche pour retrouver les quelques 400 fragments issus de la vie d'Isidore. Et à partir de ce moment-là, on a philologiquement, si vous voulez, 2 positions, 2 méthodes. Une première méthode consiste à essayer de reconstituer à partir de ces membrati secta le texte fondamental. Et c'est le travail qui a été fait par le philologue allemand Rudolf Asmus dans 2 articles publiés en 1909 et 1910 de la revue Byzantinische Zeitschrift intitulée pour une reconstruction de la vie d'Isidore de Damasius. Et ces 2 articles philologiques qui ont essayé notamment de restaurer une chronologie des
fragments a abouti à une tentative de reconstruction dans une traduction allemande avec quelques commentaires publiés à Leipzig en 1911 sous le titre « La vie du philosophe Isidore » par Damasius de Damas. On a donc à ce moment-là un effort philologique de reconstitution du texte avant la fragmentation, avant le morcellement en fragments. Et mutatis mutandis, et je parle sous le contrôle de l'auteur, ça a été le projet de Polymnia Athanasiadi dans son recueil, son édition publiée sous le titre The Philosophical History, qui nous a donné un texte avec traduction et des notes publiées à Athènes en 1999. Je vous montrerai tout à l'heure dans le dossier que j'ai distribué, plusieurs textes proviennent directement de cette édition. Et cette édition nous indique à chaque fois, là, avec précision, la référence à la Souda, la référence à Photius. Parfois, vous avez uniquement un fragment de Photius, mais parfois, lorsque vous avez une correspondance entre les deux sources, l'édition et la traduction qui l'accompagnent ont tenté une reconstitution du texte originel. Ce qui pose évidemment un gros problème de faisabilité lorsque vous avez, comme dans le texte que je commenterai rapidement, un même texte sous 3 états. Donc il y a un problème d'édition qui se pose. Alors une toute autre méthode a été suivie par le philologue allemand Klaus Zinsson dans son édition intitulée Damaschii Vitae Isidori Reliquiae, publiée à Hildesheim en 1967. Et dans cette édition, Zinsson a adopté une méthode qui n'est pas sans parallèle en philologie, qui a consisté à, éditer en regard les textes de la Souda, les textes de Photius. Alors, de temps en temps, vous avez effectivement une comparaison, ce qui permet d'avoir immédiatement de comparer immédiatement l'état de la rédaction chez les deux familles d'Excerpta, et parfois vous avez effectivement des blancs. Parfois certains fragments, certains textes ne se trouvent que chez l'un ou chez l'autre des citateurs. Alors je dirais que chacune de ces deux, moi je n'ai pas de doctrine arrêtée, je pense que chacune de ces deux méthodes a son intérêt. Dans les faits, ce que j'observe, c'est que quand on veut travailler sur un texte singulier, il est très intéressant d'avoir recours à la fois à Asmus, Athanasiadi, Henry et Zinsson. Ce sont les 4 que je tente d'examiner, parfois pour m'y retrouver, si vous voulez. Alors, l'excerpteur de la Souda, manifestement, a été intéressé par des notices biographiques, par des fragments permettant de nourrir une entrée du dictionnaire, par exemple sur Psyché, une notion où on trouve un texte particulièrement intéressant, tandis que les principes d'extraction de Photius semblent assez différents. Photius a manifestement été intéressé à la fois par des éléments philosophico-religieux, par ce qui correspondait à la paradoxographie, mais aussi, je ne dirais pas surtout, mais aussi par ce qui était d'ordre stylistique. Et c'est évidemment en tant que amateur de littérature et de rhétorique que Photius a beaucoup apprécié et admiré l'œuvre de Damasius. Alors par exemple dans le Codex 181 qui comporte une présentation générale et un jugement rhétorique, Photius analyse le style
il en souligne la clarté du vocabulaire, la vigueur, tonos, mais aussi des défauts, hein, la kainoprepeia par exemple, la construction insolite, et une tendance, dit-il, à une duplication, à une redondance, à ce qu'il appelle une péribolée. Voilà pour l'aspect philologique. Alors maintenant le titre. Le titre, eh bien, Photius, on a finalement deux je parlais de l'histoire philosophique tout à l'heure. On a chez Photius, en revanche, d'autres formulations. Par exemple, dans le Codex 181, il nous dit Anegnoste Damaskiou Damaskenu Eiston Isidoru tu Philosophu Bion. Dans le Codex 242, il reprend l'expression Anegnoste ectu Isidoru Biu tu Philosophu. Et mais alors, ce genre de phrase est toujours difficile à interpréter parce que on peut toujours se demander, sans parvenir à trancher, s'il s'agit de la citation d'une réalité littéraire que nous nommons un titre, ou s'il s'agit simplement de l'indication du thème, hein, de l'indication du thème. Vous savez, c'est un grand problème général pour la littérature antique que d'identifier ce qui peut correspondre à ce que nous appelons un titre. Parfois, ce que nous prenons pour des titres, ce sont simplement des formules, des indications qui nous donnent l'idée du contenu. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle un titre. Voilà. Enfin, je ne trancherai pas. Dans le Codex 181, Photius emploie le mot biographia, biographie d'Isidore. On a le mot biographia, et c'est la Souda qui parle d'une histoire philosophique, Philosophos Historia. Tandis que Photius avait déjà noté que l'œuvre excède par ses digressions les limites d'une biographie. Donc il y a, si vous voulez, deux candidats possibles. La question me semble intéressante, mais ne change pas beaucoup l'appréhension que nous devons avoir de l'œuvre dans son caractère, je dirais, varié. Il y a véritablement une poikilia thématique. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de souligner la différence entre cette œuvre de Damasius et, disons, les biographies, pour faire vite, qui l'ont précédé. Qu'il s'agisse de la vie de Plotin par Porphyre, qui correspond vraiment au genre de la vie que l'on, dans la librairie antique, faisait figurer en tête d'une édition des œuvres complètes d'un auteur, comme il y avait des vies d'Aristote figurant en tête d'édition d'Aristote, ou qu'il s'agisse, mais là c'est tout à fait différent, des vies de Pythagore, vie de Pythagore par Porphyre, vie de Pythagore par Jamblique, la vie de Pythagore ou mode de vie pythagoricien, Pythagorikos Bios chez Jamblique étant un élément de l'encyclopédie pythagoricienne. Le point de comparaison le plus intéressant certainement est ce que l'on appelle improprement la vie de Proclus par Marinus. Parce que la vie de Proclus par Marinus n'est pas littérairement une biographie, c'est un éloge. C'est un éloge post-mortem qui célèbre l'eudaimonia atteint par Proclus à travers la pratique de la hiérarchie néoplatonicienne des vertus. Et le titre de cette œuvre de Marinus, d'ailleurs, est un titre double, avec le nom de l'auteur, le nom comment dirais-je, de l'objet de la louange au nominatif Proklos, et puis un sous-titre, Proklos et peri eudaimonias. Donc il s'agit d'un discours qui certainement a été prononcé à haute voix, lu à haute voix, pour le premier anniversaire de la mort de Proclus. Donc il faut imaginer quelque chose de l'ordre d'une performance rhétorique, si vous voulez, en public, pour le premier anniversaire de la mort de Proclus, et une célébration de son eudaimonia, avec
un principe de choix et de classement du matériel biographique selon l'ordre néoplatonicien des vertus. C'est ce qui fait que vous avez ce texte est notamment considéré comme une source fondamentale pour l'étude de l'éthique néoplatonicienne. Alors à chaque fois, il n'y a que des choix, c'est-à-dire que toutes les données biographiques sont classées selon l'ordre des différentes vertus, puis tout se termine par un horoscope. Alors, il y a une allusion à cela dans l'extrait 8 chez Photius, où Damasius décoche une flèche à une méthode qui n'est pas la sienne, qui consisterait à adein Macaria, c'est-à-dire chanter des béatitudes. Et manifestement, le texte de Damasius a été conçu, a été reçu dans une opposition très nette au projet qui était celui de Marinus. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est de lire en parallèle les deux textes pour bien voir les différences. Alors je passe sur des points historiographiques qui sont un peu compliqués, de biographie, c'est très intéressant mais je n'ai pas le temps. Il suffit de savoir que l'œuvre est dédiée à une dame, une ancienne élève d'Isidore et de Damasius, d'origine syrienne et qui était apparentée à Jamblique. Donc ça c'est le point fondamental. La destinataire de l'œuvre nous situe évidemment dans un milieu éminemment néoplatonicien. Alors ce que je voudrais faire avec vous, c'est essayer de voir, malheureusement de manière qui sera un peu superficielle, quelle image de la philosophie et de son histoire véhicule la vie d'Isidore. Alors, je vous ai donné donc un document où, pour des raisons de commodité, là je n'ai pas eu le temps d'aller en bibliothèque pour chercher l'édition de Simpson, mais vous pouvez la trouver assez facilement. J'ai composé mon exemplier à partir d'une part de l'édition Henry, du tome 2 de l'édition Henry, Codex, tome 6, pardon, Codex 242, et à partir de l'édition de Polymnia Thalassiani. Alors, prenez par exemple, vous voyez les pages 1 et 2, à propos d'un fragment qui dans cette nouvelle édition porte le numéro 4. Vous avez très commodément à la fin du texte tel qu'il a été reconstitué et là encore je crois ne pas me tromper en disant que il y a une parenté, une similitude entre la démarche de Polymnia et d'autre part ce qu'avait fait Asmus il y a maintenant plus d'un siècle. Vous avez très clairement l'indication du fragment de la Souda et puis avec précédé du Phi le fragment de Photius dans l'édition de... Alors ce qui fait que si vous voulez utiliser le texte en remontant aux ingrédients, vous avez toute possibilité de le faire. Excusez-moi, attendez, je dois fermer cet appareil. Excusez-moi, voilà. Alors le premier point, ce que je voudrais expliquer, qui, à mon avis, est un point fondamental pour l'histoire du néoplatonisme tardif et pour la philosophie de l'histoire de la philosophie chez Damasius, c'est la distinction entre art hiératique et philosophie. Et on a ce très beau texte dans lequel Damasius nous explique hiératike kai philosophia, uk apoton oton archontai archon, l'art hiératique et la philosophie ne procèdent pas des mêmes principes, et vous avez une distinction claire entre la philosophie
d'un côté, la philosophie qui part du principe unique de toute chose jusqu'à s'étendre, jusqu'au fondement des êtres, en passant par la médiation des genres universels, les genres divins, les genres supérieurs qui viennent après les dieux, et en troisième lieu, ce qu'il appelle Bema Phenomenon, c'est-à-dire la base, le fondement des phénomènes. Donc on a une tripartition de la réalité. Le philosophe descend donc jusqu'au dernier degré de la réalité, et puis l'art hiératique qui est le culte des dieux, tende hieratiken e esti theon therapeia, part du troisième niveau, enteten poten apotes trites kai perikosmiu geneseo, c'est-à-dire à partir du devenir perikosmiu qui est dans le monde, et il noue les cordes, anadesastai tapeis mata, pour les cordes du salut qui fait remonter, du salut anagogique. Vous avez ensuite une description des sujets dont s'occupe notamment la théurgie. Alors ce qui est fondamental, si vous voulez, c'est ce cadre général, la distinction entre la philosophie et l'art hiératique. Et ça donne le cadre général à partir duquel vont pouvoir s'effectuer dans l'ensemble des notices de la vie d'Isidore, au fond, les classements, la distribution des bons et des mauvais points. Alors, le deuxième point dont il faut partir, c'est évidemment la notion, c'est sur ma page 2, la notion de théocratia, qui est difficile à traduire et qui exprime, si vous voulez, pour Damasius, la perspective fondamentale, c'est-à-dire le but de ce que doit être la vie philosophique, notamment dans ses aspects les plus élevés, dans ses aspects mystiques. Kai tuto, et là je vais essayer de lire le texte en entier parce qu'il est vraiment très beau. Kai tuto an eye theocratia mallonde enosis panteles epaneodos ton emeteron psychon prostoteion epistrefomenon, etc. Et sans doute est-ce la théocratia, la fusion avec le divin, ou plutôt le processus d'union complète, enosis panteles, epanodos, le retour de nos âmes qui se convertissent vers le divin, kai sunatroizomenon, et qui se rassemblent, c'est-à-dire qu'il y a une union qui se fait des âmes les unes avec les autres, apotu pollu merismu, en s'arrachant au morcellement multiple. Alors mérismos, c'est un terme que l'on trouve dans les textes proprement métaphysiques de Damasius, apotu pollu merismu, kai tiga vulego sparagmu diarreden. Et pourquoi ne pas dire franchement le déchirement. Donc vous avez un progrès en quelque sorte dans le pathétique, vous passez de mérismos à sparagmos. Hon entota rueisai kai soma geinon labusai diespasteson otai af eoton. Le déchirement selon lequel, ici-bas, après s'être écoulées et avoir reçu un corps terreux, elles ont été arrachées à elles-mêmes, kai pollake diokistesan, et ont été dispersées alors pollake de multiples manières ou en de nombreux habitats. On a pu hésiter sur la traduction de l'adverbe. Upo ton typhoneion toonti kai allos gegenon patematon, par les passions typhoniennes et de façon générale terrestres. Onton ge ukata ton typhona monon al eti oimai kai tutu poluplocoteron, et qui ne sont pas seulement conformes à Typhon, mais ont encore des replis plus tortueux que lui. Alors là, on a un très bel exemple, si vous voulez, de la prose
de la prose de Damasius et une mise en perspective avec un vocabulaire que l'on retrouve dans certains passages du traité sur les premiers principes, une mise en perspective de l'anagogie qui doit animer la vie philosophique elle-même. Et évidemment, pour parvenir à cette théocratia, ce qu'il faut dire, c'est que pour Damasius, il doit y avoir une conjonction des deux méthodes, la méthode philosophique et la méthode hiératique, qui est appuyée évidemment sur la théurgie. Un passage très important du commentaire au Phédon, commentant la définition du philosophe comme le véritable Bacchant, met l'accent sur le fait que la perfection de la vie au fond, néoplatonicienne est dans la conjonction de la méthode philosophique et de la méthode hiératique, c'est-à-dire qu'une sorte d'antinomie qui peut-être procède de la lutte entre Porphyre et Jamblique, entre philosophie et théurgie, est pour Damasius destinée à être résolue dans l'affirmation d'une synergie de la philosophie et de l'art hiératique. Alors, le but de tout cela, c'est de toute évidence la théocratia. Mais revenons un peu, si j'ose dire, sur Terre. Quelle est la représentation que Damasius se fait de la situation de la philosophie à Athènes au 5e siècle, et comment situe-t-il le moment philosophique dans lequel il se trouve dans une histoire générale de la philosophie? Alors, ce sont des textes qui sont bien connus. Prenez ma page 3. Il y a le fragment 221 qui décrit la crise de l'école néoplatonicienne après la mort de Proclus. Tosutongar akekoamen philosophian kataphrone teisan ude popote athenesin oson eurakamen atimazomen epi egiu. Car aussi loin que remontent nos souvenirs, nous n'avons jamais vu mépriser la philosophie à Athènes comme nous l'avons vu déshonorer sous Égias. Selon toute probabilité, il s'agit ici d'une allusion à une crise postérieure à la mort de Proclus et qui doit avoir eu pour conséquence, si vous voulez, une prédominance je ne dirais pas des magiciens, mais des théurges, c'est-à-dire au fond une crise de la rationalité, ce qui est absolument insupportable pour Damasius. Damasius, et je ne peux pas développer les raisons qui me semblent conforter cette interprétation, se caractérise essentiellement à Athènes comme un restaurateur de l'ensemble du programme d'études philosophiques de l'école néoplatonicienne. C'est-à-dire que Damasius, d'après tous les indices que nous pouvons tirer de son œuvre et de l'œuvre aussi de ses contemporains, Damasius doit avoir rétabli l'ensemble du cursus philosophique en rétablissant notamment l'autorité d'Aristote. Et j'ai expliqué la semaine dernière, une hypothèse qui à la réflexion me semble tenir la route, si j'ose dire, c'est que le fait que Simplicius ait commenté Aristote est certainement le résultat d'une sorte de passage de relais ou d'un conseil donné par son maître Damasius lui disant « Bon, j'ai restauré l'ensemble du cursus, je n'ai pas encore eu le temps d'écrire les commentaires sur Aristote et c'est toi qui vas le faire. » Alors, une hypothèse très intéressante de Franco Trabattoni dans un article consacré justement à Damasius et à la vie d'Isidore était que la vie d'Isidore pourrait avoir été écrite, je ne suis pas entré dans le détail de la question chronologique, au début du scolarcat de Damasius à Athènes, en appui en quelque sorte
institutionnelle. Alors, je me contente, mais je ne vais pas développer ce point, de vous dire que le terminus antequem pour l'écriture de la vie d'Isidore est l'année 526, selon toute probabilité, puisque c'est l'année de la mort de Théodoric, à qui Simplicius fait allusion au présent. Donc, Théodoric a régné de 493 à 526, ça nous donne une fourchette chronologique que certains ont voulu réduire à la période comprise entre la mort d'Ammonius et celle de Théodoric, entre 517 et 526. Mais je pense que la seule chose qui soit sûre, c'est le terminus antequem, qui est de 526. Alors, tout ça pour situer dans le temps l'œuvre institutionnelle de Damasius, restauration dans sa plénitude de l'ensemble du cursus néoplatonicien. Alors, quelle était la situation de la philosophie à Athènes au 5e siècle? C'est le fragment 226 de Photius qui nous le 226 et suivant. Avec tant de propos de ce genre et d'adjuration, Marinus convainquit Isidore de se laisser élire pour lui succéder. Isidore se laissa porter à cette succession plus pour l'honneur que pour le fait d'expliquer Platon. C'est pas très très gentil à l'endroit d'Isidore. Et si c'est, comme tu l'affirmes, Hégias, disait Isidore, une chose divine que la pratique de la théurgie, je le dis moi aussi. Mais il faut que ceux qui seront des dieux soient d'abord des hommes. C'est pourquoi Platon disait lui aussi que chez les hommes, il n'était pas advenu de bien plus grand que la philosophie. Mais il se fait maintenant, alors c'est ça qui est très important, mais il se fait maintenant que ce bien n'est plus à son moment critique, mais dans son extrême vieillesse. Alors le texte ici est très difficile à interpréter. Alla tuto sumbebeke nun, epixuru estanai. Epixuru estanai, ça veut dire se tenir sur le fil du rasoir, très exactement. Ou tes acmes, tude escatugeros os aletos. Alors la traduction de cette expression, epixuru estanai ou tes acmes, a été, il y a diverses traductions, mais ce qui apparaît très clairement dans ce passage, c'est évidemment un jugement, disons, pessimiste sur la situation de la philosophie. Il ne voyait pas que la situation était sans remède et que sa dégradation était extrême, alors qu'il essayait en vain de la redresser. Au début du printemps, quand Marinus fut mort, Isidore méditait de quitter Athènes. Et après, Isidore fortifiait Syrianus et Hégias dans l'idée qu'il était urgent de restaurer la philosophie en décadence. Parenei de Syrianon kai Aegion o Isidoros, os creon eie philosophian uporeusan anasosastai. Et il semble bien que cette injonction, ce vœu d'Isidore, ait été réalisé véritablement par Damasius, qui certainement qu'il faut imaginer comme étant un chef d'école particulièrement énergique, ayant à la fois les talents spéculatifs que nous lui connaissons, mais aussi un talent d'organisateur et de restaurateur de la totalité du programme. Alors, dans quel cadre général peut-on penser que Damasius concevait cette tâche? Eh bien, je crois qu'il y a un document extrêmement intéressant qui nous est donné par 3 textes, 2 extraits de Photius et un extrait de la Souda. C'est le fragment 18. Alors je vous renvoie aux pages 3, 4 et 5 de mon exemplier. Le fragment 18 dans l'édition de Polymnia Athanasiadi, qui est reconstitué en quelque sorte à partir d'une accrétion de 2 extraits de Photius, 22 et 238, et d'une partie de l'article Psyché de la Souda.
Alors, ce texte donne une philosophie générale de l'histoire et nous offre le tableau, au fond, de trois époques de l'humanité. Et on pourrait dire que il nous explique comment Damascius devait concevoir sa tâche, qui était de philosopher dans un présent corrompu, représenter une étincelle de rationalité dans un présent fondamentalement corrompu. Alors, le cadre général de ce texte, je vais vous lire rapidement la traduction de Henri, la traduction du fragment 238. Le cadre général est fourni par le livre 4 de la République de Platon, c'est-à-dire et par la géographie que Platon construit au livre 4, et qui, vous le savez, fait correspondre à chacune des trois parties de l'âme un lieu de la Méditerranée. Le principe de rationalité, c'est la Grèce centrée sur Athènes. Le thumos, c'est les Scythes et les peuples du Nord qui passent leur temps à se battre et à faire la guerre. Et puis, le principe de désir, comme vous le savez chez Platon, ce qui est fondamental, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. C'est la philocrématia qui est représentée par l'Égypte et les Égyptiens et les Phéniciens. Alors, on a donc dans le livre 4 une projection spatiale, une projection géographique de la tripartition de l'âme. Et Damascius reprend cela, mais en transposant la tripartition non pas dans l'espace, mais dans le temps. Et ce qui donne une distinction entre les temps, au fond les temps mythiques, les temps chantés par les poètes, qui représente en même temps la vie sous le règne de Chronos, c'est-à-dire le règne de la raison qui est évidemment celui de l'âge d'or, et puis les temps historiques qui se divisent en deux, la période historique qui est caractérisée par la prédominance du principe de thumos, et la période contemporaine, le règne de Justinien, ou disons l'empire chrétien qui s'établit, caractérisé par le principe d'épithumia et par toutes les passions qui lui sont liées. Et c'est ça le contexte dans lequel les philosophes néoplatoniciens déploient leur activité. Alors je vous lis rapidement la traduction de ce texte qui fait se succéder donc l'âge d'or, les temps historiques au fond depuis l'âge homérique jusqu'à Théodose, et puis le présent, cette expression ta paronta qui fait partie des code phrases utilisées par les néoplatoniciens. De même qu'il y a trois sortes d'âmes, ou plutôt trois eidai dans l'âme, il existe aussi un triple genre de vie, trite kai e politeia, et chacun contient les trois genres, mais il est modelé et nommé par le seul genre qui domine. Deux observations. Le texte joue finement sur les deux significations de politeia. En grec d'époque impériale et byzantin, politeia peut signifier à la fois le mode de vie et conserver évidemment le sens platonicien de constitution. Constitution, état de fait. Et vous avez ici quelque chose qui est très intéressant, qui est l'application du principe de dénomination par prédominance à la description des états historiques. Ce qui fait que le présent se caractérise par la prédominance du principe d'épithumia, ce qui laisse ouverte la possibilité qu'il y ait ce que j'appellerais des étincelles de raison, par exemple, représentées par ces happy few que sont les philosophes autour de Damascius. C'est la raison, le logos, qui dirige la vie pareille à celle du temps de Chronos, o epichronou bios, ou l'âge d'or, ou la génération parente des dieux que célèbrent sous forme de fable les poètes assis sur le trépied de la muse. Là, vous avez évidemment une fusion entre cette expression proverbiale, la vie sous le règne de Chronos, que vous trouvez par exemple dans le mythe du politique de Platon, et puis le mythe hésiodique d'Héras.
Le genre de vie qui relève d'un tempérament ardent, voué aux guerres et aux combats, et qui en général lutte pour les premiers rangs et pour la gloire, a été, comme nous l'entendons dire, celle dont on parle en toute occasion dans l'histoire. Et vous avez d'ailleurs ici un emploi du mot historia qui est intéressant en grec, hein, historia signifiant l'histoire au sens où nous l'entendons. Hein. Ten epites historias ekastote trulumenen akuomen. Et celle qui se laisse aller tout entière à la passion, epitumia. Alors le texte ici est absolument magnifique, chaque mot mériterait un commentaire. Hein. Epitumiade ten pantake diarreusan, kai upotrufes akolastu dieftarmenen, tapeina kai gunaikeia fronusan, deilia sunoikon, kai en passe ueneia kalindumenen, philocremona. Alors, il faut corriger micro-prépet et non pas macro-prépet. Douloei nasphalos et telusan, oyato nentenun genesai politeomenon et zoé. Et celle qui se laisse aller tout entière à la passion, au désir, corrompue par une mollesse sans frein, c'est la truffet, au milieu de pensées basses et indignes d'un homme, compagne de la veulerie, vautrée dans la fange, avide de richesse, avec un idéal terre à terre, et résignée à une sécurité d'esclave, ressemble à la vie que mènent les hommes qui vivent dans la Génésis. Là, la traduction est fausse. Hein. Les hommes qui sont entenun Génesei, Génésis doit être pris au sens cosmologique du terme, hein, et ontologique. Hein. C'est-à-dire ceux qui à la fois ne vivent que dans le monde sublunaire, et dans le monde sublunaire en tant que celui-ci représente ontologiquement le déploiement de la Génésis. Alors on a donc, voyez, une perspective d'histoire générale, hein, les trois âges peut-être de l'humanité, en tout cas le premier âge est un âge mythique, et c'est dans ce cadre-là que l'on doit situer l'analyse assez pessimiste de la situation de la philosophie à Athènes au 5e siècle et le projet de Damasius qui a été un projet pédagogique et institutionnel d'un côté, restaurer la philosophie à Athènes et qui tout naturellement deviendra un projet politique lors de l'aventure perse dont j'ai reparlé la semaine dernière. Alors cette vie philosophique est illustrée par exemple par le paragraphe 95, c'est en tout cas comme ça que j'ai tendance à lire l'allusion à la race sainte, repliée sur elle-même, menant une vie agréable aux dieux, une vie bienheureuse, celle qui pratique la philosophie et s'adonne au service des dieux. Le fragment est difficile à interpréter en l'absence de son contexte, mais en tout cas, ce bios théophilès peut être, un peu comme le fragment sur la théocratia, si vous voulez, considéré comme décrivant l'idéal de vie de Damasius et de ses contemporains. Alors si l'on en vient maintenant à Isidore, hein, Isidore, je vois qu'il est déjà 4 heures et je vous rassure que je ne vais pas pouvoir vous infliger les 35 pages de l'exemplier, hein, ce sera pour meubler vos insomnies. Alors, il y a un très beau texte que j'aime énormément, c'est le fragment 16 de Photius, qui décrit Isidore. Isidore comme étant inscrit dans la, c'est à la page 6 de l'exemplier, comme étant inscrit dans la chaîne d'Hermès. Hermès, le dieu Logios. Et pour comprendre ce texte, il faut penser évidemment à la doctrine proprement néoplatonicienne des chaînes, des seirai, qui situe une réalité, et même une réalité concrète, en l'occurrence un homme avec son corps et avec son visage, dans une série qui procède d'un principe, et en l'occurrence la série d'Hermès, le dieu Logios, qui est à la fois le dieu de la rationalité philosophique et le dieu des discours. Damasius, dans ce texte qui est un portrait et un éloge d'Isidore, reprend subtilement une expression que nous allons voir dans un instant, utilisée par le sophiste Élius Aristide pour un éloge de Démosthène.
Donc il y a une citation littéraire qui nous renvoie à la littérature classique. Et cette expression appliquée initialement par Démosthène est transposée à Isidore. Alors voilà le texte. Isidore, ende idein o Isidoros emphron kai presbutikos. À le voir, Isidore était sage. Et alors presbutikos, âgé ou vénérable. Hein. Le presbutikos est très difficile à traduire. Vous avez la double idée. Enfin, pour les anciens, ça n'était pas une idée double. Hein. C'était le caractère vénérable lié en quelque sorte naturellement à la maturité ou à l'âge. Et idée embrites kai bebaiotropos. Et il était embrites sobre, grave, kai bebaiotropos, et d'un caractère stable, ferme. Et le passage fondamental est celui-ci. Tomen prosopon oligou tetragonon en hermou logiou tupos hieros. Son visage était à peu de choses près, carré, enfin quadrangulaire, tétragonon. Hermou logiou tupos hieros, sainte image de l'Hermès éloquent. Quant à ses yeux, comment dire la grâce véritable d'Aphrodite qui était en eux, et comment faire sentir la souveraine sagesse d'Athéna qu'il contenait. Je ne m'avancerai pas en disant qu'il réalisait le mélange harmonieux des contraires dans une même image impossible à tracer, vu qu'ils étaient à la fois posés, bébaious, et rapides à se mouvoir, kai epitroca kinoumenus, tournoyant tout à la fois pour ainsi dire au même point et autour du même point. Ento auto kai perito auto dinoumenus. Il reflétait à la fois la gravité et la grâce, tantôt profond, tantôt candide à volonté, pour le dire en un mot. Ces yeux-là reflétaient fidèlement son âme. C'était des agalmata, tes psyches, et non pas elle seule, mais aussi l'influx divin, theia aporoe, qui l'habitait. Et d'une certaine manière, le portrait d'Isidore devient la description d'une statue animée, selon les critères de la religiosité néoplatonicienne. Mais le point sur lequel je veux insister, il faudrait évidemment pouvoir faire un commentaire pratiquement de chaque mot, c'est que l'éloge d'Isidore ici conjoint deux schèmes de pensée néoplatoniciens. D'une part, la notion de la seira, qui est décrite par exemple avec la plus grande précision dans les éléments de théologie de Proclus. La seira, c'est évidemment un ordre cohérent de réalités procédant d'un principe, ça peut procéder d'un Dieu, qui en est en quelque sorte la cause unitaire. Et l'autre élément qui est tout aussi intéressant, c'est la réinterprétation d'une physiognomonie d'origine pythagoricienne. C'est-à-dire que la physiognomonie prend une dignité philosophique dans le cadre du schème néoplatonicien de la série de la seira. Et reconnaître dans un visage la forme du carré qui est lié à Hermès, il y a là-dessus une littérature tout à fait abondante, si vous voulez, c'est reconnaître en quelque sorte la marque, le séméion, ou le synthéma au sens théurgique du terme, qui prouve la filiation hermaïque d'Isidore. Alors c'est un texte vraiment fascinant, puisqu'il nous montre comment l'éloge se nourrit de conceptions philosophiques extrêmement précises dans le néoplatonisme, le schème de la série, l'interprétation de la physiognomonie. Il y a un passage du commentaire de Proclus sur le premier Alcibiade qui a été très bien commenté par Second, qui offre un autre exemple de cet intérêt philosophique pour la physiognomonie. Et puis on pourrait montrer, il y a deux autres aspects aussi, comme je vous l'ai dit, une sorte de confusion, de superposition qui se fait entre la description du visage d'Isidore et d'autre part des textes et des spéculations relatifs aux statues animées.
C'est-à-dire que c'est une véritable... Isidore devient une véritable statue de culte, hein, un véritable agalma à travers ses yeux, d'où, à travers lequel sont visibles une theia aporoe, hein, un influx divin. Et alors l'autre chose qui est intéressant aussi, à travers le vocabulaire qu'il faudrait pouvoir analyser, c'est qu'au fond, les yeux d'Isidore, et par là même l'ensemble de sa physionomie, réalisent la fusion des deux caractères fondamentaux de Platon que l'on trouve exposés, vous savez, dans le Théétète ou dans la République. Hein, le caractère pondéré et le caractère vif, dont le tissage représente la perfection du naturel philosophe. Donc on a un mélange de thèmes, je dirais, classiques, remontant à Platon, et de thèmes, je dirais, plus contemporains, liés à l'état du néoplatonisme tardif. Alors il faudrait pouvoir étudier, ce serait très intéressant dans la vie d'Isidore, l'importance qui est donnée à la description des visages. C'est très frappant ça. Par exemple, regardez le paragraphe 80. Proclus admirait, ou Proclos etomadze, le visage d'Isidore, to Isidoru prosopon, hein, os entheon en, combien il était divin, hein, c'est-à-dire habité par le Dieu, kai pleres eiso philosophou zoes, et combien il était rempli à l'intérieur, hein, de la vie philosophique. Ses yeux reflétaient la mobilité de sa pensée, et en même temps, une gravité souriante y courait avec une pudeur sans fin qui attirait les regards sur le philosophe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de beauté du visage du philosophe qui déclenche une sorte d'éros en ceux qui le contemplent. Hein. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour reprendre les catégories de la causalité proclienne, le visage du philosophe agit par son être même, par lui-même, en déclenchant une attirance et qui elle-même a une fonction anagogique. Alors, vous avez aussi, je ne vais pas pouvoir m'y attarder, le fragment 87 à propos de la description d'une statue d'Aphrodite. L'auteur dit avoir vu une statue d'Aphrodite érigée en offrande par le sophiste Hérode, probablement Hérode Atticus. Donc, dit-il, quand j'ai vu cette statue, j'en ai eu des sueurs de frayeur sacrée et d'étonnement. Mon âme était dans un tel ravissement que j'étais incapable de rentrer chez moi, et qu'en m'éloignant, je me retournais constamment vers cette vision, tant l'artiste y avait mis de beauté, non point une beauté molle et sensuelle, mais une beauté grave et mâle. Elle était armée, comme si la déesse revenait d'une victoire, en laissant éclater sa joie. Et il y avait une très intéressante étude à mener, évidemment, sur la fonction, c'est ça aussi l'art hiératique, hein, l'art télestique, l'animation des statues, hein, qui est liée à cette efficacité de la contemplation de la statue elle-même. Mais je dois passer. Alors, comme vous le voyez, l'éthos du philosophe continue de participer, on le voit à travers la description d'Isidore, de canons qui sont des canons platoniciens. Mais on a dans la vie d'Isidore un texte extrêmement intéressant, ce sont les fragments 31 et 32 qui décrivent ce qui est appelé les trois stoikeia, les trois éléments constituant la perfection du tempérament philosophique. Donc vous voyez, on a d'une part des textes qui décrivent le type humain inspiré, entheos, le teios aner, comme norme de la vérité, norme de la rectitude et en quelque sorte norme incarnée. Et puis, le texte que je voudrais lire avec vous maintenant tente d'analyser les trois éléments constitutifs du naturel philosophe. Tout le monde s'accorde à dire, pantes homologoussi, que trois principes essentiels sont le fondement de la recherche contemplative des êtres. Tria, prota, kai megista stoikeia,
teston onton philotéamonos historias. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler que l'adjectif philotéamon, ce très beau mot, vient directement de la République de Platon. C'est quelque chose qui caractérise le philosophe lui-même. Alors, quels sont ces trois éléments? Erota ton kalon. On a d'abord Erota ton kalon kayagaton deinotaton iknoten. Tout d'abord, l'amour, qui est le plus habile poursuivant, le plus habile à poursuivre à la trace, iknos, les choses belles et bonnes. Ensuite, on a quelque chose qui est d'origine aristotélicienne, c'est bien des analytiques d'Aristote, c'est l'ankinoia. Eros, ankinoia. Ensuite, oxeian kai ankinun fuseos dynamin. Alors, Henri traduit un don naturel de pénétration et d'intelligence. Epipolla dioligu ferestai dynamenen, etoi motaten sunienai, kai gnorizein, taiknet on teramaton, osate alete, kai osa pseude esti, prosten agran. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'ankinoia qui permet de discerner le vrai et le faux. Et dans l'enseignement, disons, aristotélicien de l'école néoplatonicienne, c'est évidemment ce que permet d'atteindre l'étude de la logique, et notamment des analytiques d'Aristote. Alors ensuite, donc, un don naturel de pénétration et d'intelligence, capable de se porter en peu de temps vers beaucoup d'objets, et apte par excellence à sentir et à reconnaître les traces des objets poursuivis, et ce qui est vrai et faux, but de poursuite. Et ensuite, vous avez une vertu qui est identifiée à la nature même du philosophe, là encore depuis Platon, ce qui est la philoponia, l'activité infatigable qui ne laisse aucun répit à l'âme avant qu'elle ait atteint le terme de sa poursuite, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Tes aleteias et euresis. Et il me suffit de rappeler que c'est précisément la vertu que Simplicius reconnaît dans son maître, qualifié de philoponotatos, par exemple dans le commentaire sur la physique d'Aristote. Donc vous avez ces trois stoikeia, Eros, Ankinoia et Philoponia. Alors le paragraphe 32, que je ne vais peut-être pas, que je vous laisse le soin de lire, développe notamment la notion d'ankinoia et prolonge, si vous voulez, cette attitude, cette aptitude plutôt, en expliquant que l'ankinoia est une véritable correspond à une véritable possession divine. Et là, nous retrouvons le Phèdre de Platon. Voilà. Donc voilà un document qui me semble particulièrement intéressant pour comprendre ce qu'est le naturel philosophe. Alors je passe sur ma page 7 qui avait le mérite de vous donner le texte complet dans son contexte relatif au visage d'Isidore. On va avancer un peu et je voudrais passer maintenant avec vous à la page 12. À la page 12, de manière à vous donner une idée de la manière dont Damasius décrit le parcours d'Isidore. Décrit le parcours d'Isidore. Alors nous allons regarder notamment nous allons travailler sur la page 12 et la page 16 dans un tout d'abord le point fondamental est que Isidore a commencé par étudier la rhétorique et la poésie, la poétique, en s'en éloignant
en s'en détachant. Rhétoriques, kai poietiques, polymatias, micra epsato. Il n'a touché que peu, micra epsato, à la... Alors, polymatia est très dépréciatif dans ce contexte, n'est-ce pas? C'est-à-dire au savoir varié, au savoir varié de la rhétorique et de la poétique. Et ensuite, il est passé à Aristote. Alors on voit très bien une sorte de parcours, je n'ose dire de cursus, si vous voulez, c'est-à-dire d'une part les études littéraires, avec notamment la rhétorique, et ensuite quelque chose qui lui semblait mieux, c'est-à-dire Aristote. Eisde ten teioteran philosophian, exormese ten Aristotelus. Et ensuite, il s'était lancé vers la philosophie plus divine d'Aristote. Mais une déception l'a saisie. Vous pouvez lire parallèlement la traduction en anglais de Polymnie Athanasiadi sur la page, à la page 13. Oronde toten tu anankaio mallon et to oikeio no piste usan, kai tekniken menikano seinai spudazzusan, tode enteon et noeron upanu proballomenen, oligon kai totes o isidoros, epoiesato logon. Alors, ce que ça veut dire, n'est-ce pas, c'est qu'au fond, Isidore a été déçu parce qu'il a constaté que la démarche d'Aristote était surtout fondée sur la contrainte logique plutôt que ce qu'il appelle to oikeio no, c'est-à-dire l'intelligence propre des objets, to oikeio no. Et à ce moment-là, le caractère technique de la philosophie aristotélicienne a semblé à Isidore tout à fait inférieur, puisque lui recherchait ce qui est appelé ici to entheon et noeron, c'est-à-dire que Isidore avait une aspiration plus élevée vers un savoir inspiré. Alors noeron, et là c'est certainement un terme technique, c'est le savoir correspondant à la connaissance intellective. Je pense que noeron a très certainement ici une signification technique. Dernier élément, Isidore a tenté de s'élever jusqu'à la philosophie de Platon. Osdeton Platonos egesato noematon, uketi paptainein exiu portion, osepe pinderos, alla telos ekein elpizen, eites Platonos dianoias, eisoton aduton duneteye diabalein, kai prostuto, opasotodromos, etekato tes pudes. Alors, vous avez ici une description générale d'une remontée d'Isidore depuis la rhétorique jusqu'à ce qui est exprimé en termes de métaphore mystérique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans un passage autobiographique de la vie d'Isidore, Damasius nous explique que lui-même s'est dépris de la rhétorique, des mots, des logoi, jusqu'à vouloir atteindre la réalité même des choses, c'est-à-dire l'intelligible. Autrement dit, on a, si vous voulez, avec des différences de réussite sans doute, la description d'une expérience partagée chez les philosophes néoplatoniciens de ces milieux, qui tous ont commencé par étudier, parfois même enseigner la rhétorique, la littérature, donc il y avait comment dirais-je, une familiarité avec le langage, avec les œuvres littéraires, et qui ont fait une sorte de conversion, conversion de la rhétorique à la philosophie. Et ce schème de la conversion, cet arrachement au prestige du logos prophorikos pour le règne de la dianoia et ensuite la coïncidence même avec les réalités transcendantes, est quelque chose qui évidemment nous renvoie à ce que je tentais de vous expliquer au début de l'exposé, c'est-à-dire à cette perspective générale qui est la description de la vie philosophique comme tendance ultimement à la théocratia.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il faut, et ça va peut-être maintenant être un peu plus amusant parce qu'on va entrer dans la galerie de portraits, après avoir posé ces différents critères, Damasius a tendance à établir des tableaux d'honneur, si vous voulez. Hein. Et parmi les philosophes qui l'ont précédé, il y a ceux qui sont dignes d'éloge, et nous avons vu que c'est le cas d'Isidore, et ceux qui se situent en quelque sorte sur une grille axiologique. Alors prenez la page 16. Prenez la page 16 que nous allons lire, dont nous allons lire l'essentiel, et que je trouve particulièrement intéressant. Il s'agit d'un passage qui concerne Isidore. Isidore. To upsilonun kai telesurgon eiken. Alors c'est affreusement difficile à traduire, parce que to upsilonun montre l'esprit élevé. To upsilonun, c'est un terme que l'on applique volontiers dans la littérature néoplatonicienne tardive, par exemple à l'élévation d'esprit des pythagoriciens ou de Jamblique. Simplicius, par exemple, explique que le commentaire de Jamblique sur les catégories était tellement élevé d'inspiration qu'il était incompréhensible pour le commun des mortels. To upsilonun, c'est vraiment un élément d'éloge qui peut évidemment être aussi un inconvénient. Télésurgone, c'est certainement pas, il ne faut pas traduire ça par pratique. Télésurgos, signifie une efficacité, c'est notamment ce que l'on utilise en ontologie, l'efficacité qui procède d'un principe transcendant. Alors, efficace n'est pas très élégant non plus, mais ce serait plutôt cela. Il ne l'appliquait pas aux choses d'ici-bas, ou peritacatos trephomenon, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupait pas des choses d'ici-bas, mais il l'élevait d'emblée, eutus, d'un point de départ tenu jusqu'aux contemplations les plus vénérables. Epita presbutata ton theamaton. Donc on a à nouveau un portrait particulièrement élogieux d'Isidore. Il était attaché aux idées pures de Platon, otais, ge, tais, platonos, akeratois, ennoiais, ukatata sunetais ton pollon philosophon epibolas enefueto, metadege platona, kai tais, thomastais, iamblicu, perinoiais. Non, mais non de la manière habituelle à la plupart des philosophes, et après Platon, c'est aux subtilités étonnantes de Jamblique qu'il s'intéressait. Donc on a un élément d'éloge fort qui crée une chaîne, si j'ose dire, Platon, Jamblique, Isidore. Et ça, c'est évidemment un élément d'hommage rendu par Damasius à Isidore. C'est le point par lequel la vie d'Isidore, comment dirais-je, n'est pas si éloignée parfois de la vie de Proclus par Marinus. Alors ensuite, nous avons une caractérisation plus générale. Nous voyons et entendons nombre de philosophes, dont les uns pensent que Jamblique est inaccessible. Abaton. Alors, Abaton est l'adjectif qui est repris par Simplicius dans le prologue du commentaire aux catégories, justement pour caractériser le style d'écriture de Jamblique. Il pense que Jamblique est inaccessible, et les autres qu'il s'exalte par une grandiloquence pleine de suffisance, alors ça c'est pas très aimable, otadei megalegoria, plutôt qu'il ne s'élève par la vérité des choses. Alors, ce passage est vraiment intéressant parce que il nous révèle, comment dirais-je, l'ambivalence des sentiments des néoplatoniciens de cette école à l'égard de Jamblique. Et certainement, c'est très intéressant pour comprendre le projet de Simplicius dans le commentaire aux catégories. Le commentaire aux catégories de Simplicius qui est manifestement fondé
massivement sur le commentaire de Jamblique, tient compte de ces sentiments pour rendre en quelque sorte la substance du commentaire de Jamblique intelligible à ses contemporains. Alors, il s'attache un peu à la polymathie des orateurs, et alors c'est le texte que nous avons lu, hein, je vais vous lire la traduction d'Henri. Donc Isidore, il s'attache un peu à la polymathie des orateurs et des poètes, mais se tourna vers la plus divine philosophie d'Aristote, puis voyant que celle-ci s'appuyait sur la contrainte de la logique plutôt que sur l'esprit proprement dit, alors c'est-à-dire sur l'intellection intrinsèque de l'objet, et qu'elle s'efforçait d'être assez technique plutôt que pratique, sans trop se donner comme objectif le divin ou l'intelligence, Isidore fit assez peu de cas d'elle aussi. Et quand il goûta aux pensées de Platon, il estima, selon le mot de Pindare, qu'il ne devait pas regarder plus loin, mais il espérait toucher au but s'il pouvait pénétrer dans les mystères de la pensée platonicienne, et c'est vers quoi tout son effort était tendu. Je ne reviens pas sur ce texte. Le paragraphe 36 est particulièrement important, puisqu'il nous offre une sorte de cartographie générale de la tradition platonicienne. Parmi les philosophes anciens, ton palaitata philosophes anton, il, c'est-à-dire Isidore, divinise Pythagore et Platon. Enfin, quand je dis Isidore, il faut faire attention, parce qu'il y a toujours dans ce genre de fragment un paramètre d'incertitude. Est-ce que Photius recopie ou cite un texte à la troisième personne écrit par Damasius, et dans ce cas-là le sujet serait Isidore, ou est-ce que on a affaire non pas à une citation à proprement parler, mais à une sorte de paraphrase, et dans ce cas-là le sujet est Damasius. Là, je laisse la question ouverte, je crois qu'on ne peut pas véritablement trancher, à la limite peu importe. Parce que ce qui est important, c'est que l'on a affaire à une cartographie tardo-antique de l'histoire de la philosophie. Il divinise Pythagore et Platon, qui sont de ces grandes âmes ailées. Bon, ton, heptéroménon, ekainon, psychon, ça c'est le Phèdre, qui atteignent au séjour supracéleste, à la plaine de la vérité, à la prairie des formes divines. Parmi les penseurs d'époque récente, ce sont Porphyre, Jamblique, Syrianus et Proclus. Alors là, nous avons, si vous voulez, la galerie des grands ancêtres. Porphyre, Jamblique, Syrianus, Proclus, qui ont atteint le lieu supracéleste et représentent effectivement l'achèvement de la compétence philosophique. Toutefois, ceux qui s'appliquent aux choses périssables et humaines, ou qui veulent comprendre trop vite ou acquérir trop de connaissances, n'atteignent guère à la grande et divine sagesse. On va avoir ici maintenant une, je dirais là, c'est comme au football, c'est la deuxième division. C'est la deuxième division des philosophes qui, vous le voyez, Uden mega anutein eisten theoprepe kai megalen sophian. Et à ce moment-là, Damasius distingue entre les anciens et les modernes. Parmi cette seconde catégorie, car parmi les anciens, Tongar Palaion, Aristote et Chrysippe, qui furent les mieux doués, mais aussi les plus avides de science, alors ils ont été, certes, euphuestatoi, et ils ont été philomatestatoi, ils ont été philoponoi, qui furent ainsi des laborieux, néanmoins n'ont pas accompli toute l'ascension. Uk anabenai homos ten olen anabassin. Ça c'est très intéressant. Donc vous voyez, Aristote, par exemple, n'a pas accompli la totalité de la remontée, c'est-à-dire que Aristote n'est pas remonté au niveau spéculatif qui était ceux de Platon. Et ceci est la justification de la place purement propédeutique accordée à Aristote dans l'ensemble de la philosophie et de la pédagogie néoplatonicienne de la fin de l'Antiquité. On a dans ce texte une justification, je dirais, d'ordre historiographique et axiologique en même temps, du principe fondamental
du cursus de lecture et du cursus d'études néoplatonicien. Aristote, on ne peut dire de lui que du bien, évidemment, mais il n'est pas arrivé en haut. Parmi les philosophes récents, Hiéroclès et ceux qui lui ressemblent, qui n'avaient pas de lacunes dans leur formation humaine, anthropiné, paraskeé, ont été, dit-il, fort déficients sur de nombreux points dans le domaine des divines idées. Donc, on a ici un des textes les plus clairs et les plus intéressants de la vie d'Isidore pour décrire l'ensemble de la tradition philosophique. Et de manière générale, ces textes que j'ai rassemblés sur la page 16 me semblent d'une particulière importance. Alors, il associe Porphyre et Jamblique malgré les polémiques. Absolument. Absolument. Voilà. Curieux. Parce que, si vous voulez, une question de perspective. Nous, philologues du XXIe siècle, qui avons lu et relu Porphyre et Jamblique, nous avons tendance à être plus attentifs à ce qui les oppose. Mais la perspective de Damasius n'est pas celle-là. Et d'ailleurs, finalement, dans le Périarchone, on n'a pas de mise en contraste de Porphyre et Jamblique. Il est sûr que ce que je viens de lire là représente une sorte je dirais, de communis opinio. Simplicius serait certainement d'accord aussi. Il n'y a pas lieu d'opposer Porphyre et Jamblique. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est l'absence du nom de Plotin. Ce qui montre que, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, n'est-ce pas, Plotin, dans l'historiographie de l'Antiquité tardive, n'a pas du tout la place que nous lui accordons actuellement. C'est véritablement, pour Damasius, et pour Proclus et pour Damasius, c'est évidemment, le pivot, c'est évidemment Jamblique. C'est vraiment lui qui est l'auteur important. Alors, ces choses étant dites, donc vous voyez à quel point Isidore est féru de Jamblique. Ce qui est intéressant, c'est le détail maintenant de la galerie de portraits. Alors nous allons lire quelques textes, puis après je m'arrêterai. Et je voudrais attirer votre attention sur un personnage qui n'est pas très connu, si vous voulez, mais pour qui Damasius avait manifestement la plus haute estime, c'est Eraïskos. Eraïskos, et ce texte, qui est le fragment 107, me semble extrêmement intéressant parce qu'il permet de bien entrer dans la psychologie culturelle, religieuse de Damasius et de ses proches, et de montrer comment la coupure entre philosophie et religion n'a absolument aucun sens dans cet univers. Alors, Oti Enel Fassi. Alors, vous voyez un Oti qui est une manière parfois d'introduire une citation, un extrait, un que. Donc, il dit que. Oti Enen Fassi, te tu eraiscu tu philosophu fusei, caeti tus mollusmus tes geneseos anainomenon. Il y avait, dit-on, dans la nature du philosophe Eraïscus un instinct qui répugnait aux impuretés de la génésis. Je ne sais pas s'il faut traduire véritablement procréation, c'est plutôt de manière générale les souillures de la génération. Donc tout ce qui, dans l'ici-bas du monde sublunaire, dans la vie, relève de la souillure. Alors on va avoir un portrait très, très saisissant, si vous voulez,
d'un personnage probablement assez névrosé, mais dont les réactions aux yeux de Damasius manifestaient une hypersensibilité axiologique, je dirais, à la déchéance de la Génésis. Alors, lisons ça. Si donc il entendait alors traduit n'importe où et n'importe comment, c'est que n'importe comment et n'importe où, parler une femme en état d'impureté, il souffrait aussitôt de la tête. Elgai paracremat enkefalen. Donc il avait des maux de tête, n'est-ce pas? C'est-à-dire une sorte d'intuition. Enfin, il avait une réaction qui montrait son extrême répugnance à l'égard de tout ce qui pouvait représenter, symboliser la déchéance de l'ici-bas, du monde de la Génésis. Ainsi, durant sa vie, il eut toujours en lui quelque chose de divin. Uto men zolti sunen ai ti theoides. Autrement dit, la réaction qui me semble un peu étrange de ce personnage est l'indication de la présence d'une puissance divine en lui. Quand il fut mort, Asclépiade se disposait à accomplir en son honneur les rites coutumiers pour les prêtres, notamment à envelopper son corps dans les bandelettes d'Osiris. Donc là, on est dans un contexte rituel, qui est celui de l'Égypte romaine, si vous voulez. Aussitôt, alors on a là, c'est le goût de Damasius pour les choses extraordinaires. Ça entre tout à fait dans la veine paradoxographique. Aussitôt, une lumière, fausse, aussitôt une lumière se mit à éclairer de partout les signes secrets tracés sur la toile. Otika foti katelampeto pantake ton sindonon aporreta diagrammata. Alors, l'emploi du mot diagramma est intéressant parce que diagramma, ce sont des signes, c'est plus que des caractères, ce sont des figures. Des figures. Alors, aporreta diagrammata, des figures qui ne peuvent être décryptées en quelque sorte que par des gens ayant des capacités proprement théurgiques. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que autour d'eux, on voyait des images d'apparitions divines, kai periota kateorato phasmato neide theoprepon, et le terme phasma est un terme technique de la théurgie pour caractériser les apparitions. Et vous remarquez le terme théoprépès. Ces tout premiers mouvements furent marqués d'un caractère. Alors, éprotégenesis est une expression qui provient, avec un sens modifié, si vous voulez, c'est une expression platonicienne que l'on a dans le Phèdre. Alors, éprotégenesis, dans ce contexte-là, signifie le tout premier moment où l'âme d'Eraïskos, en quelque sorte, s'incarne, il y a l'animation. Alors, ces tout premiers moments furent marqués d'un caractère, hiera kai mystique, bon. À peine né, il parut à la lumière avec posé sur les lèvres le doigt qui enjoint le silence. Legetai de kateltein apotes metros eistophos epitois keilesin ekonton katasigadzonta dactylon. Alors, il s'agit évidemment d'un enfant qui devait avoir ce qu'on appelle un bec de lièvre. Et là encore, c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure sur l'importance de la physiognomonie. L'interprétation en termes théurgiques, je ne sais pas si tout à fait le mot, mais des caractères physiques. Le caractère tétragonone du visage d'Isidore et ici la marque sur la lèvre.
Donc, il parut à la lumière avec posé sur les lèvres le doigt qui enjoint le silence. C'est ainsi que les légendes égyptiennes racontent la naissance de Horus et avant celle de Horus, celle du soleil. Donc, allusion effectivement à un trait de la religion égyptienne réinterprété en contexte néoplatonicien. Et comme son doigt, en se développant, s'était soudé aux lèvres, il fallut pratiquer une incision et sa lèvre resta toujours fendue, attestant le signe mystérieux qui avait marqué sa naissance. To semeion tes aporretu geneseos. Et ici, semeion a véritablement un sens qui relève du lexique technique de la théurgie. Proclus reconnaissait, dit-on, que Eraïscus lui était supérieur, car ce qu'il savait lui-même, Eraïscus le savait aussi, mais ce que l'autre savait, Proclus l'ignorait. Alors c'est évidemment très étonnant parce que nous ne connaissons pas d'œuvre spéculative. Eraïscus n'a pas écrit l'équivalent de la théologie platonicienne. Hein. Mais ça veut dire clairement que Eraïscus possédait la totalité du savoir théologique qui était celui de Proclus, plus un savoir de type mystique théurgique, au-delà même de celui de Proclus. C'est ça qui est très intéressant, parce que ça montre évidemment que les critères de classement dans cette galerie de portraits, je dirais, ne correspondent pas, si j'ose dire, à nos critères académiques. Donc on a ici un portrait particulièrement important d'un Théos Aner. Alors, à contrario, c'est à la page 18, et puis je vous ai donné dans l'édition de Polymnia Athanasiadi une autre manière de présenter le texte grec, puisque nous avons à la fois le témoignage de la Souda, le témoignage de Photius. Le jugement de Damasius sur Marinus est très sévère. Damasius considérait que Marinus n'était pas très intelligent. Alors, Marinus, le successeur, donc en 42, Marinus, le successeur de Proclus, qui enseigna notamment à Isidore l'œuvre d'Aristote, avait écrit un long commentaire sur le Philèbe de Platon. Il le fit lire à Isidore pour qu'il jugeât s'il fallait le publier. Ex oistheon, de ekphérein, qui est un terme technique pour désigner la publication. Isidore le lut, et ne dissimula rien de ce qu'il en pensait, sans prononcer toutefois de paroles excessives. Il dit simplement que l'œuvre du maître était suffisante. Alors, Icana einai ta tu didascalou. Marinus comprit et le pauvre, il brûla son livre. Ode marinos uneis puri diefteire to bibliol. Donc, vous voyez la subtilité quand même dans la méchanceté chez Damasius, c'est-à-dire qu'il se contente de reproduire l'argument d'Isidore lui-même, du moins ici. Sur les autres philosophes, alors non, voilà, c'est 141, voilà, je voudrais passer au l'extrait 141. Le successeur de Proclus, Marinus, était, dit l'auteur, alors vous voyez, c'est très intéressant cette incise fessine qui montre que là, on ne peut pas savoir si on a un extrait ou une sorte de note paraphrastique. Comme lorsque vous prenez des notes au cours d'une lecture, en faisant alterner des éléments de citation, vous recopiez des phrases, ou bien des éléments de résumé. Hein. L'auteur dit que. Alors après, allez vous débrouiller philologiquement pour savoir quel est le statut du texte que vous avez. Alors, le successeur de Proclus, Marinus, était, dit l'auteur, originaire de Néapolis en Palestine, ville située dans le voisinage du mont Argarizos. Ensuite, alors, là,
c'est Photius qui parle. Hein. Ensuite, notre impie, Odius Sebès, notre écrivain impie, hein, Ossium Grapheus, ajoute blasphémum en blasphémant, sur lequel avait été érigé un temple vénérable de Zeus le Très-Haut, à qui Abraham, l'ancêtre des anciens Hébreux, s'était consacré, comme le disait Marinus lui-même. Marinus, donc, qui avait été d'abord samaritain, rejeta cette foi parce qu'elle était une déviation de la religion d'Abraham, et il s'attacha à celle des Hellènes. C'est évidemment le texte fondamental sur l'origine religieuse de Marinus, samaritain, passé à l'hellénisme. Alors, ensuite, le portrait continue. Néanmoins, par son amour du travail, philoponia, et son application à des tâches continuelles, kai atrutois ponois, à ses labeurs incessants, atrutois ponois, Marinus éclipsa par son propre renom la gloire de beaucoup de gens mieux doués et plus âgés que lui. Alors, évidemment, c'est très ambigu comme élément d'éloge. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'était un laborieux qui est fini par l'emporter sur des gens qui étaient quand même fuestatoi, hein, et donc probablement intrinsèquement beaucoup plus intelligents. Donc on a ici un exemple de la perfidie de Damasius, dont on voit très bien qu'il n'avait pas beaucoup d'estime pour Marinus. Et, alors continuons, donc il éclipsa par son propre renom la gloire de beaucoup de gens mieux doués et plus âgés que lui. Alors le paragraphe 143 n'est pas très intéressant pour notre propos. Isidore ne permettait pas qu'on interrogeât Marinus, gêné par sa faiblesse physique, de peur qu'on l'importunât. Et c'est surtout le 144 qui est intéressant. Marinus, d'après ses entretiens et d'après ses écrits, ex on de dielegeto kai ex on egrapse oliga de tota estime, lesquels sont peu nombreux, delos en ou bateian olacaton noematon carpumenos, ça c'est assez méchant, montrait qu'il ne moissonnait pas au sillon profond, d'où germent les vues savantes sur la nature des êtres. Delos en ou bateian olacaton noematon carpumenos, ex on tasofa, blastanei teamata, teston onton fuseos. Et le jugement porté par Damasius sur Marinus est particulièrement net dans l'extrait 275. Ode Marinos to atono tes fuseos, ude tu parmenidou ten uperaïrousan exegesin tu didascalou enenken. Marinus, avec son naturel sans vigueur, hein, manquant de tension, de tonus, ne put suivre l'élévation de pensée de son maître qui commentait le Parménide. Autrement dit, Marinus ne comprenait rien aux explications de Proclus sur le Parménide de Platon. Et alors ça, ce qui est assez intéressant pour qui s'intéresse à l'histoire de la doctrine des Énades, epitaeide de ten theorian categagen apoton uperusion enadon. Et des unités, c'est-à-dire des énades surnaturelles, il rabaissa son attention aux formes en se laissant entraîner plus souvent par les idées de Firmus ou de Galien que par les pures conceptions des hommes bienheureux. Alors ce passage est très intéressant parce que il montre que Marinus, dans ses cours, dans ses conférences, avait abandonné la doctrine des énades suressentielles qui était celle de Syrianus et de Proclus. Hein. Et le terme apoton uperusion enadon est le terme technique que l'on rencontre ad nauseam dans les œuvres de Proclus. Hein. Autrement dit, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que Marinus s'intéressait exclusivement au plan très certainement de l'intelligible, hein, et avait complètement négligé ce niveau intermédiaire entre l'un et les intelligibles que représentent les énades suressentielles. Alors évidemment, c'est mauvais signe pour un néoplatonicien au 5e siècle. Hein, ça montre qu'il ne comprend rien.
Voilà, alors je vous laisse avec Marinus, mais vous voyez, on a quelques éléments d'un jugement particulièrement sévère. Oui, 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 je pense qu'on va peut-être s'arrêter parce que je dirais un mot d'Héroclès peut-être après, mais on peut faire un petit arrêt à un moment donné. Là. Oui, votre montre s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Oh mon Dieu, vous êtes rentré dans l'éternité, Philippe. Vous savez, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Une machine en c'est la machine, tableau. oui. Qui joue sur la pile. Ah, excusez-moi, pour moi j'avais encore beaucoup de temps, je pensais qu'il était 4h30. Voilà ce que c'est de dire du mal de Marinus. Voilà. Qui se venge. Voilà. Alors vous lirez vous-même. Arrêtez le temps, quelle théurge ce Marinus. Vous lirez vous-même, excusez-moi vraiment, vous lirez vous-même ce qui concerne Hiéroclès, Hermias, Ammonius, et puis Asclépiodote. Asclépiodote, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un exemple de portrait au vitriol. Asclépiodote a fait des mathématiques, de la musique, etc. Mais il ne comprenait absolument rien à la théologie et notamment il avait abandonné la référence orphique et chaldéenne. Alors vous avez là un dossier, je ne dirais pas qu'il soit complet, mais des principales figures qui vous montrent comment dans l'horizon d'une histoire générale de la philosophie, de l'expression de l'idéal philosophique néoplatonicien et d'une historiographie du contexte présent, Damascius a fait ce que j'appellerais une galerie de portraits en dégradé, depuis les génies spéculatifs finalement jusqu'au tâcheron. C'est un petit peu ça, voilà, et dit de manière triviale. Voilà. Et excusez-moi encore pour ce rapport perturbé au temps. Merci Philippe.